Alors, on avait terminé l'histoire là des trois fautes, trois erreurs qu'a commis Yoav et également que le Sarosh et l'Esav a commises. Là, c'était de la Haggadah. On va revenir un petit peu à notre sujet dans la Gemara. Je me remets sur Zoom. Excusez-moi, 5 secondes. Voilà, donc on va reprendre la Gemara. Je fais partage. C'est bon. Donc, rappelez-vous ce qu'on a vu dans la Mishnah. Donc là, la Gemara va revenir sur un point de la Mishnah qu'on avait étudié. Amarabi Abaou, vous y êtes. On est après le virage. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes après le virage. Amarabi Abaou. Rabbi Abaou a dit Aremiklat, l'uniknu likvoa. Les villes de refuge ne sont pas données, ne sont pas prévues pour pouvoir, pour qu'on y soit enterré. Dirtiv, comme il est écrit, ou migre shehen, i ou livhemtam, belirchusha, ou lechol chayotam. Chayatam, pardon. Et les migrachim, dans les migrachim, on va en parler, c'est un espace qui entoure la ville, c'est une sorte d'espace vide, qui entoure la ville des Lévi'im. Cet espace-là, ce migrage, sera destiné aux behemoths, aux animaux, l'irchusham à leur bien, ou les chol chayatam et tous leurs besoins vitaux, littéralement. Alors, on va expliquer de quoi il s'agit. Dans la Torah, vous savez que la Torah prévoit, donc on a dit des villes de refuge, ça c'est une chose, mais elle prévoit également 32 villes de Lévi. Donc chaque tribu aura une région. Donc on va découper le territoire d'Israël en régions qui seront attribuées aux différentes tribus, sauf les Lévim. Les Lévim, eux, par contre, vont être dispersés dans tout Israël et chaque tribu va donner en fait des villes aux Lévim. Il semble, là c'est un avis personnel, que lorsqu'on regarde un petit peu comment ça fonctionnait à l'époque, il n'y a pas des milliers de villes à l'époque. Qu'en vérité, la plupart des grandes villes étaient des villes de Lévim. Parce que si chaque région se donnait à peu près 2 ou 3 villes, c'était une grande partie des villes qui étaient des villes de Lévim. Les gens n'habitaient pas tellement les villes, hein, c'est pas comme aujourd'hui. Les gens habitaient essentiellement la campagne, travaillaient la terre. Les gens étaient des propriétaires terriens, c'était ça tout leur revenu, avaient des troupeaux. Donc, il y avait peu de villes finalement. Les Lévim qui, eux, ne travaillaient pas la terre, ne possédaient pas de terre, donc avaient des villes. Alors, c'est une distinction entre le monde de la ville et le monde de la campagne, différent de ce que l'on connaît par ailleurs. Ailleurs, on avait des villes et des campagnes. Généralement, la ville à quoi elle servait, c'était le lieu d'administration, c'était le lieu du pouvoir, c'était le lieu du marché et de l'artisanat, le lieu parfois on rendait la justice, d'accord. C'était là où les services, mais en général, généralement étaient rendus. Mais généralement, c'est souvent le lieu du pouvoir. C'est-à-dire, on prend la terre de Canaan, mais ça va être à peu près pour le Moyen-Âge. La ville, c'était plus un petit peu le château fort avec le seigneur et les gens qui tournent autour. D'accord. Là, on se rend compte qu'il y a un usage de la ville qui est différent, mais qui part du même principe, c'est qu'il y a des gens qui ne travaillent pas la terre. Alors, c'est qui les gens qui ne travaillent pas la terre? C'est le roi et ses serviteurs et sa cour et ses ministres et les artisans, etc. Ce qui entoure généralement donc, les lieux du pouvoir. Ou bien ici, c'est les personnes du culte, de la Avodat Hashem, du service divin. Donc, les Lévi'im sont voués au service divin. Or, il va y avoir de plus en plus de Lévi'im, on n'en a pas besoin d'autant dans le temple. Donc, on va avoir des villes de Lévi'im dispersées. Et l'idée, c'est qu'ils soient justement partout, qu'ils soient proches du peuple. Et donc, c'est un rapport à la ville. On a déjà beaucoup parlé de la ville par rapport au Haré Miklat. On a dit que c'était une sorte de cité idéale. C'est lié à cette idée-là. La cité en tant que ville, c'est une cité où l'essentiel, c'est le service divin. C'est ça que le rôle que va jouer le Lévi. La Torah ne se suffit pas de dire qu'il va falloir donner des villes aux Lévi. C'est une obligation qu'auront les tribus. Elle va même entrer dans des questions d'urbanisme assez intéressantes. Vraiment, vraiment intéressantes, d'ailleurs, je pense. Hein, avec l'idée qu'une ville doit être obligatoirement entourée d'un migrash, c'est-à-dire d'un espace entièrement vide. On va voir que cet espace entièrement vide, il va être divisé en deux parties en vérité, avec des fonctions différentes. Mais quand je dis vide, c'est-à-dire vide d'habitation. Donc, prenez une ville. Généralement, les villes étaient souvent fortifiées, même si elles n'étaient pas fortifiées, il y avait comme une délimitation de la ville qui était assez claire. Il fallait obligatoirement qu'on ait une zone non urbanisée.
C'est vraiment ça le migrage, une zone non urbanisée. Une partie de la zone, en vérité, va servir à la culture. Beaucoup de gens de la ville avaient des potagers, des vergers, des choses comme ça, sans être véritablement des champs, mais c'était souvent la culture. Qu'est-ce qu'on mettait en dehors de la ville très souvent? Qu'est-ce qui pouvait se trouver? Qu'est-ce qu'on avait tendance aujourd'hui c'est difficile de retrouver des villes anciennes, mais qu'est-ce qui n'est pas dans une ville généralement et qu'on trouve à l'extérieur de la ville? Cimetière. Les cimetières, exactement, très souvent. Et c'est vrai pour Jérusalem en particulier, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres endroits. Un des moyens de connaître les différentes limites d'une ville en fonction des époques, en archéologie, c'est de voir où sont placés les cimetières et vous datez les cimetières, vous datez les tombes. Donc, si vous trouvez des tombes d'une certaine époque, vous saviez que la ville, à l'époque, était avant cette... Maintenant, elles sont en plein milieu de la ville, hein, les tombes. Mais qu'à l'époque où ces tombes avaient été placées, probablement, c'était en dehors de la ville. D'accord? À Jérusalem, c'est vraiment marquant. Et on peut, grâce aux tombes, savoir plus ou moins quels étaient l'endroit d'ancêtre de la ville. Donc, les cimetières, surtout dans le judaïsme, parce que en plus, les tombes sont Mekabel Touma, il y a l'idée de l'impureté, et les gens évitaient d'être en situation d'impureté, donc il fallait surtout pas que ce soit dans un lieu de circulation, mais pas simplement les cimetières. Qu'est-ce qui pouvait se trouver en dehors d'une ville? Normalement, souvent des lieux d'exécution. Oui, d'accord, mais ce n'est pas un endroit qui prend beaucoup de place, et ça peut être un endroit qu'on peut monter, démonter, ou ça dépend si c'est d'une falaise. D'accord, mais ça, je parle de quelque chose qui est de l'ordre du fonctionnement quotidien, de la vie de tous les jours. Les champs d'agriculture. Voilà, alors, champs, c'est sûr que non, c'est sûr que c'est en dehors de la ville, mais c'est même pas lié à la ville. Mais ce qu'on a dit, ce qui sert à l'usage des gens de la ville eux-mêmes. Comme on a aujourd'hui un petit peu les jardins, qu'on appelle ça les jardins partagés. Voilà, vous avez souvent les gens de la ville avaient un petit bout de terrain, soit personnel, soit partagé, qui servait directement à la culture de la ville. Ce n'était pas des grands champs qui servaient ensuite au commerce, mais c'était voilà, des lieux de culture. Souvent, il y avait des métiers qui avaient besoin d'espace ou des métiers qui n'étaient pas propres et qui avaient besoin, je sais pas, d'étendre des longs filets, des choses comme ça, etc. Donc, il y avait parfois une certaine forme d'artisanat. Ça pouvait être utilisé pour toutes sortes de choses où les gens avaient, ou dans la ville, il n'y a pas nécessairement la place pour ça. Et donc, on pouvait être. Donc, ça pouvait servir à différents usages. Donc, de fait, on va voir obligatoirement, c'est une mitzvah de la Torah, une ville et son migrash. Alors, c'est le Rav Hirsch qui fait remarquer cela. Rav Hirsch, au 19e siècle. Rien ne vous impose, ne nous impose d'accepter son explication, son commentaire, mais il est intéressant malgré tout. C'est-à-dire, si ce n'est pas le sens de la mitzvah, en tout cas, c'est un effet de la mitzvah et qui mérite d'être attention malgré tout. Il va dire toute ville, avec le temps, lorsqu'on a une société qui grandit, évidemment, lorsqu'on n'est pas dans une situation de déclin, a tendance à grandir. Donc, comment est-ce qu'une ville grandit? Comment toutes les villes grandissaient? Des faubourgs. Voilà, les faubourgs deviennent même la ville, après les faubourgs des faubourgs, etc. On connaît tout ça, d'accord? Le Strasbourg d'origine ou le Paris d'origine, c'est devenu, à fur et à mesure, on a. Il dit, quand la Torah met un migrash autour, il interdit en fait les faubourgs. Il empêche les faubourgs. C'est que on arrive à la dernière maison. Cette dernière maison va devenir, pour l'éternité, d'une certaine façon, c'est incroyable. Alors, jusqu'à ce que finalement Israël quitte son pays, jusqu'à l'exil. Mais du moment que les enfants d'Israël sont arrivés à l'époque de Josué et sont entrés dans le territoire, la ville a été donnée aux Lévi'im. Telle qu'elle est, cette ville, elle ne doit plus bouger. Elle ne peut plus s'agrandir. Donc, elle pourrait éventuellement s'élever, pour imaginer monter des étages, mais ce qui ne se faisait vraiment pas à l'époque, d'accord? Donc, Dubaï, tout le monde en hauteur comme ça, mais ce qui n'était pas vraiment imaginable. Ce que la Torah prévoit donc, en mettant un migrash, c'est que ça oblige à avoir une dimension de la ville qui ne s'élargisse pas trop. C'est une ville qui ne peut plus grandir. Il est interdit de construire pendant le migrage. Entièrement. C'est ça qui fait le migrage. Migrage, c'est un lieu de non urbanisé qui doit rester non urbanisé. Et donc, à partir de là, au bout d'un certain moment, les enfants, des enfants, ils grandissent, etc. Où est-ce qu'on va les mettre? Ça oblige à construire une autre ville un peu plus loin. Donc, plutôt que d'agrandir une ville, ça oblige à s'installer un peu plus. Donc, c'est un rapport au territoire. La carte et le territoire, normalement ici, un rapport au territoire qui est très différent, où, généralement, dans une société, les gens ont tendance à aller toujours vers les mêmes lieux. Là, ça oblige à habiter le territoire et à habiter tout le territoire, finalement. Ça, c'est bien pour les Lévi'im, c'est pas vrai. Alors, il y a une vraie question dans la Lacha. Est-ce que les règles qui sont données pour les Lévi'im, c'est une règle en vérité valable pour toutes les villes? Il y a une opinion dans le Gemara qui va dire que les règles des Lévi'im
ont été donnés à la Torah pour les Lévim comme modèle de ville, en fait. Et que toutes les villes voudraient fonctionner comme ça. Mais même si on ne dit pas ça, à l'origine, je l'ai dit, la plupart des villes, c'était que des villes de Lévim. Les gens n'habitaient pas la ville. Il n'y a pas de raison d'habiter la ville. Ils avaient la campagne, ils ne laissaient pas leurs enfants partir, qui va travailler après. Yerushalayim n'était pas une ville. À Yerushalayim est une ville fortifiée, il va y avoir la même question. À Yerushalayim, à la différence de ces autres villes, elle, à l'inverse, justement, a pour fonction de s'élargir, de grandir. Il faut que ça devienne Jérusalem, d'accord? Mais les autres villes n'auront jamais ça jamais des mégalopoles. Ça va être on va multiplier les pôles. Voilà, il va y avoir plein de petits endroits qui vont permettre finalement d'habiter tout le territoire et d'en mettre des villes partout. Ça, c'est un point. Deuxième point qu'il va dire le Rav Hirsch, c'est que, bon, lui, c'est un rapport qu'il a. On est au 19e siècle, on est en pleine période. Lui, il habite en Allemagne, d'exode rural, où les gens vont vers les villes, etc. Les villes commencent à grandir, etc. etc. Il dit parce que la ville est un lieu de vie, mais au bout d'un certain moment d'élargissement de la ville, ça devient un lieu invivable. C'est que les rapports humains, la société, il y a une sorte de taille critique. Avant, c'est trop petit, c'est un village, ça ne tient pas, etc. On a besoin, pour que toute société fonctionne, qu'il existe certaines villes, d'accord? Mais les villes, au-delà d'une certaine taille, ça devient un anonymat total, les gens ne se connaissent plus, enfin, avec tous les problèmes, la violence, etc., etc. Le problème de la cité très grande pose problème. Et donc lui, c'était la lecture qu'il avait du texte. Lui, on n'est pas obligé de dire que c'est ça la vraie raison du texte, mais de fait, c'est un effet réel. C'est que ça empêche d'avoir des villes trop grandes. Rachi sur la Torah même, c'est intéressant, va dire que dans ce migrage, on va voir qu'il y a deux zones. C'est le Note Gemara qui va le dire un peu plus loin. Il y a une zone non urbanisée qui est vide de tout, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'y habiter, mais on n'a pas le droit d'y planter quoi que ce soit non plus. On n'a pas le droit la première zone, on n'a pas le droit de mettre des vergers, etc., etc. La deuxième zone qui entoure, donc le mirage il y avait deux circonférences, il y avait deux cercles. Le deuxième cercle, par contre, était prévu pour tout ce qui était potager, etc. Donc, servait aux plantations. Après cette deuxième zone, éventuellement, on aurait pu construire une autre ville, à condition que là aussi, cette autre ville ait le double migrage. Donc, on aurait comme ça des zones tampons d'une ville entre une ville et une autre. Et Rachi sur place, dans la Torah, va dire la première zone, à quoi elle sert? Il dit l'Enoï. L'Enoï, ça veut dire pour la beauté, pour le côté esthétique. Intéressant comme idée, c'est-à-dire que la Torah a comme mitzvah de la Torah a comme objet que les villes aient une certaine esthétique. Alors, c'est quoi l'esthétique de la ville? C'est pas du tout notre esthétique à nous, c'est pas de belles avenues avec de beaux bâtiments, etc. C'est qu'une ville soit entourée d'une zone vide. Et une ville qui s'éparpille comme ça avec des maisons qui vont partout, etc. Et j'ai pas le sentiment d'avoir quelque chose qui clairement est distinct. Ou je sais pas, je suis encore à la campagne ou je suis déjà dans la ville? Parce qu'à fur et à mesure, j'ai une maison, puis encore une maison, puis encore une maison, et puis un peu plus loin. Et puis ça va en densité, voilà, la densité qui augmente. Il dit ça donne. Il n'y a pas cette image. Alors, là, il faut essayer de comprendre Rachi. C'est-à-dire que la ville, c'est quelque chose qui est. Et on sait très bien que dans beaucoup de catégories de la halakha, on aime bien que les choses soient clairement définies. C'est faire en sorte qu'une chose, elle soit clairement délimitée, dénommée, et qu'elle ne soit pas dans l'entre-deux. Ça veut pas dire que l'entre-deux n'existe pas dans la vie, évidemment qu'il existe. Et c'est justement parce qu'il existe que, du moment que tu as des catégories halakhiques, fais en sorte qu'elles soient clairement définies. Et que tu ne sois pas dans cet entre-deux. La lecture du schéma, c'est la nuit. Oui, mais la nuit, ça commence quand? Au coucher du soleil, au tomber de la nuit. La réalité, c'est que la nuit, il n'y a pas un temps zéro de la nuit. C'est que c'est entre deux. Alors écoute, l'entre-deux, il pose problème dans la halakha. Fait avant, fait après. Mais donc, ce qui va faire que c'est une ville, et clairement une ville, c'est cela. Alors, en quoi c'est lié à notre question? Ça va être lié le Goël Adam a le droit de tuer le Rotséar, donc le mangeur du sang a le droit de tuer celui qui a tué sans faire exprès, s'il n'est pas dans la ville. Alors, imaginez-vous une ville comme ça existe aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez la ville, et puis à fur et à mesure que vous quittez du centre de la ville, vous avez une densité urbaine qui va en diminuant. Donc vous avez 10 maisons je sais pas, qui sont collées les unes aux autres, et puis après, pour le même espace, vous en avez 5, et puis après, pour le même espace, vous en avez 2, et puis après, une. À quel moment on est sorti de la ville? Ce qu'on n'aura jamais dans l'halakha, c'est ce que nous, on a aujourd'hui, ce serait une définition administrative, c'est-à-dire une carte, je vais dire la carte et le territoire, une carte véritablement où on dit,
D'un point de vue administratif, on a décidé que la ville, elle est là. C'est sur un bout de papier, un accord entre les gens, quelque chose qui est de l'ordre d'une convention. Mais dans la réalité, non, c'est vrai que ça ne veut rien dire, cette carte-là. Parce que dans la réalité, les gens veulent habiter ici parce que la ville, elle est là. Alors, ils s'en fichent qu'au milieu, dans la tête, on a inventé une frontière. Et donc, ça continue à être la ville. Donc, ce qu'on appelle ville, ça va être tout à fait indépendant de ce que le nom qu'aurait donné, je ne sais pas moi, une assemblée de personnes qui aurait décidé que ici s'arrête Strasbourg, là commence, je ne sais pas moi, Schiltigheim, d'accord? Dans la réalité, il n'y a aucune différence entre Strasbourg et Schiltigheim. C'est une rue après autre avec des maisons et des maisons et des maisons. Où s'arrête la ville de Strasbourg, l'agglomération, si vous voulez, on va plutôt parler de l'agglomération. Voilà, c'est lorsqu'il n'y a plus de maison, d'accord? Alariquement, ce serait ça. Je parle au niveau purement alarique, ce serait un endroit où les gens ont conscience qu'ils sont passés de la ville à la campagne. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un, il est Rotséar. La ville, elle va en s'étendant. À quel endroit on va dire il est encore dans la ville, il n'est pas encore dans la ville? Bien, le Rotséar, il se promène à un endroit où il n'y a déjà plus beaucoup de maisons. Il rencontre le Goël Adam. Le Goël Adam veut le tuer. Il dit non, je suis encore dans la ville. Il dit ben non, tu n'es plus dans la ville. Regarde. Il dit mais si, regarde, il y a encore une maison. Ben, c'est une maison. Hein. Donc, il n'y a pas de délimitation claire. Je ne dis pas que les délimitations de la ville ont été faites pour le Rotséar. C'est vrai déjà pour les Lévis. Que ce soit une ville de Lévis. Quelque chose qui est dans l'entre-deux, qui va, je veux dire, Mais là, c'est clair. en s'étiolant comme ça. Oui. Là, c'est assez clair si on suit, vous avez dit. Pour qu'il y ait la ville éventuellement entourée de murailles. S'il y a des murailles, mais s'il n'y a pas de murailles. S'il n'y a pas de murailles. Et souvent, il n'y a pas de murailles. Il y a le migrage. Alors, les deux parties. c'est pour ça que le migrage va servir à ça. Le migrage, il n'a pas été fait que pour les Lévis, mais, pardon, excusez-moi, il a été fait que pour les Lévis, je dis vraiment les choses à l'envers, mais de fait, ça va nous être très utile pour l'histoire du Goël Adam. On va rentrer, ça va permettre clairement, sans aucun doute, de dire il est dans la ville ou il n'est pas dans la ville. Parce que le migrage fait partie de la ville ou pas? Oui, le migrage fait partie de la ville, justement. Le migrage est un élément de la ville. Donc, le vide fait partie du plein. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a une ville qu'il y a un migrage. Il y aurait pas de, le migrage, ce n'est pas un endroit vide. La preuve, d'ailleurs, c'est que la zone vraiment vide, elle est entre la zone urbaine et la zone plantée, quoi, la zone travaillée. Il est dans la ville. Complètement. Donc c'est ça ne fait que repousser le problème, parce qu'à un moment donné, il se pose la limite du migrage. Non, 2000 amotes. 1000 amotes, c'est clair. Et ça, ce sera, étant donné qu'on aura déterminé où se trouve la dernière maison de la ville, contre la dernière maison. Donc, en vérité, il y a deux zones déjà à cet endroit-là. Il y a une zone vraiment où toutes les maisons sont les unes contre les autres. Ensuite, il y a une zone où les maisons commencent à s'étendre. D'accord, il y a à peu près 70 amotes, 70 coudées. Et après cela, donc, quand on arrive à la dernière maison, c'est vraiment alors on va compter exactement 1000 coudées de zone vide et 1000 coudées de zone potagère. C'est très clair. Donc, à partir de là, alors comment est-ce qu'on compte en vérité? Parce que une ville, elle a une forme un peu bizarre. Alors, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est vraiment des questions d'hérouvine. Très souvent, on considère qu'on fait une sorte de rectangle qui circonscrit la ville. À partir de ce rectangle-là, on va faire une sorte de migrage tout autour. Donc, en tout cas, ça permet clairement de définir où est la ville, où est-ce qu'elle n'est pas. C'est une vraie réalité et pas juste une décision. On dit voilà, tu es dans la ville de Lévim parce qu'il y a le panneau ville de Lévim qui est écrit là. D'accord? C'est ce qu'on va voir, oui. J'ai une question, ça me travaille depuis tout à l'heure, parce qu'on avait dit par exemple qu'un cimetière, c'était un lieu d'impureté qui a été rejeté de la ville. Normalement, oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la ville, quand elle s'étend, elle ravale ces impuretés? Parce qu'on voit que les cimetières sont un peu, on va dire, des frontières. Alors, généralement, ce qui se faisait, très souvent ce qui se faisait, à l'époque, hein, dans l'Antiquité, c'est qu'au bout d'un an ou deux, on enlevait les ossements. Ouais. Et on les mettait dans des ossuaires, enfin, ça permet de gagner de la place d'ailleurs. Et donc lorsqu'on décidait d'agrandir la ville, on vidait en fait le cimetière. Maintenant, il restait quand même certaines tombes, parfois, et soit parce que c'était des personnages célèbres, soit pour de différentes raisons, soit la manière dont c'était présenté ne posait pas de problème. Ça, c'est une grotte, par exemple. Ouais. Donc, bien que ce soit finalement dans la ville, mais c'était dans un endroit qui était clairement délimité, dans lequel il n'y avait pas de risque que quelqu'un se retrouve dedans. Donc, il arrivait qu'on se retrouve avec des éléments de cimetière, en tout cas des tombes. Et c'est ce que je dis à Jérusalem, les cimetières ont été vidés en vérité, mais certains endroits sont restés. Et les endroits qui sont restés nous permettent, parmi d'autres éléments, hein,
de clairement définir les différentes époques et les différents lieux d'enceinte de la ville. Mais normalement, c'est une vraie question. On vidait le cimetière, oui, tout à fait. Si la ville pour Jérusalem s'agrandissait, on enlevait les tombes et on allait les enterrer plus loin. Ça s'est fait à plusieurs reprises. Alors, nous, la question justement de la mort dans la ville nous intéresse, et c'est pour ça qu'on raconte toute cette histoire, c'est à cause de la Mishnah. La Mishnah nous a dit qu'un Rotsear qui meurt avant la mort du Kohen Gadol, qu'est-ce qu'on fait, vous vous rappelez? Le Rotsear était dans sa ville de refuge. Et le Kohen Gadol est resté vivant, c'est lui qui est mort avant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend la mort du Kohen Gadol pour amener ses ossements. Donc, il est enterré dans la ville. Donc, il reste dans la ville. Et c'est cette question-là qui va nous intéresser. Venez voir. Alors. Donc, Rabbi Abou a dit, Aré Miklat, les villes de refuge, l'onitenu likvura, normalement, ne doivent pas être utilisées pour qu'on y soit enterré. Dirtiv, comme il est écrit, ou migreché ami ulivem tameli rusham chol chayatam. Donc, la première lecture du verset, c'est celle que je vous ai faite. Et le migrash, donc cette zone qui entoure la ville, servira aux leurs animaux, à leurs biens, à tout ce qui leur sert à vivre. D'accord? Donc, on ne vit pas avec tout ça dans la ville même. Donc, le tour de la ville va servir à tout ça. Et là, on va voir un midrash sur le mot chayatam. Chayatam, ça veut dire ce qui leur sert à vivre, leurs besoins vitaux. Voilà, besoins vitaux. On va dire leur chol chayatam, non pas leurs besoins vitaux, mais leur vie elle-même. Les chayim nitenu velo likvura. La ville ne sert qu'à la vie et pas à la mort, c'est-à-dire pas à l'enterrement. Donc de là, j'apprendrai dans ce verset, d'après l'interprétation qui est faite de ce verset, que les Lévi'im eux-mêmes, quand ils mouraient, ne devaient pas être enterrés dans la ville. Alors ça ne se faisait pas en général, sauf qu'ici c'est un interdit particulier. Entre le ça ne se fait pas et c'est interdit, c'est différent. C'est-à-dire il y avait un véritable la ville de refuge, on l'avait déjà vu, la ville de Lévi maintenant c'est vrai aussi. L'élément essentiel c'est la vie. Tout ce qui touche, qui renvoie à la mort est exclu. Donc à tel point que même quelqu'un qui meurt n'était pas enterré là-bas. Il y a une ville, j'ai entendu en Suède ou je ne sais pas où comme ça, où les gens ne meurent même pas là-bas. S'ils sentent qu'ils sont malades, etc., ils vont ailleurs. C'est une ville qui est prévue que pour vivre. D'accord. Alors là, les gens pouvaient mourir, mais ce n'est pas un endroit d'enterrement. Et donc, on enterrait les gens à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de citer ça? Métivé, on objecte par rapport à cet enseignement-là avec notre Mishnah. Notre Mishnah semble dire exactement le contraire. La Mishnah que nous, on a lue, Shama, et c'est là-bas que sera le Rotsear. On avait vu que le mot Shama, et c'est là-bas qu'il doit être Shamte dirato, Shamte mitato, Shamte gvurato. On avait vu cet enseignement-là, c'est-à-dire quoi qu'il doit être là-bas? Il doit être là-bas pour y habiter, il doit être là-bas pour y mourir, il doit être là-bas même pour y être enterré. Donc c'est ce qu'on avait vu. Or, tu es en train de me dire que les Lévim eux-mêmes, à qui la ville appartient, ne peuvent pas y être enterrés. Le Rotsear qui vient ici comme un invité, lui, il doit y être enterré obligatoirement là-bas, alors qu'il y a écrit c'est une ville interdite. Réponse. Rotsear Sha'ane. Le Rotsear, c'est différent. D'égaler Berahamana, parce que la Torah a révélé que lui doit mourir là-bas et être enterré là-bas. Donc, c'est-à-dire ton hypothèse de départ de dire le Rotsear a plus forte raison qu'il ne va pas être enterré là-bas, puisque le Lévi lui-même n'a pas le droit d'enterrer là-bas, ton hypothèse est fausse. C'est-à-dire tu es parti d'une idée qui est fausse. C'est que le Lévi, pour qui la ville existe, effectivement, ce n'est pas son lieu de mort, mais le Rotsear, la Torah a dit qu'il doit être enterré là-bas. Et pourquoi est-ce qu'il doit être enterré là-bas? Pas comme un Lévi qui voudrait être enterré là-bas. Parce que lui, en vérité, son temps de capara, d'expiation, on a dit le temps que le Kohen Gadol meurt, n'est pas encore arrivé. Donc, c'est pour lui une forme de vie. La preuve, c'est qu'au bout d'un moment, on va l'enlever de cet endroit-là, il ne va pas rester là-bas. Donc, il a quelque chose à vivre encore, si vous voulez, à travers son enterrement. On en avait parlé, c'est-à-dire qu'il y a une trace encore que tant que le Kohen Gadol n'est pas mort, il n'a pas terminé, lui, son temps, et que sous une forme ou sous une autre, il doit rester dans cette ville de refuge. Et donc, à quoi nous sert ce moment de Gemara? À bien nous montrer que ce qu'on avait déjà dit, on connaissait cet enseignement-là, il a quelque chose véritablement de surprenant presque, puisque non seulement qu'on va l'enterrer là-bas, jusqu'à ce que le Kohen Gadol meure, ça veut dire qu'il n'a pas fini son expiation, et même durant sa mort, il va la continuer, mais il va le faire dans un endroit où normalement, on n'a même pas le droit d'être enterré. Donc, c'est pour montrer à quel point
il y a quelque chose de vraiment, il a quelque chose à vivre encore à travers sa mort. Vous avez une remarque? Non, je me disais juste, c'est en fait un enterrement provisoire. De toute façon. Et d'après le Meiri, ça explique aussi pourquoi est-ce que la Torah, elle est en train de dire tu peux le faire. Mais si vraiment on part du principe que c'est les chayatam, c'est fait pour la vie et pas pour la mort, il n'y a pas même du provisoire, ça ne marche pas. Tu ne dois pas enterrer, tu ne dois pas enterrer. Mais la façon de répondre, c'est de dire pour lui, ce n'est pas une mort en fait. Cet enterrement-là, qui est là le temps que le Kohen Gadol meurt, 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas combien de temps ça va durer, c'est sa vie encore qui est en jeu. Il a tué une personne, sans faire exprès, d'accord, mais il a tué une personne. Et, sa vie a besoin de quelque chose, une sorte de réparation. Symbolique peut-être, mais c'est très important. Et que tant que ça ne s'est pas joué, il n'a pas fini sa vie. Donc on peut, même une fois enterré, continuer à jouer un rôle, continuer à subir quelque chose ou avoir encore quelque chose à réparer. Voilà, donc ça c'est pour la première partie c'est cette partie de la Mishnah là. Et cette question du migrage, on va la revoir juste après. La Mishnah, après, avait continué sur un autre point. Elle avait dit donc, première chose, il devra être enterré là-bas. On a résolu le problème. Comment est-ce que lui peut être enterré que les vies eux-mêmes ne peuvent pas être enterrés? C'est un cas d'exception que la Torah a prévu. La suite. Keshem Shahir Koletet, c'est la Mishnah qui dit ça. De la même manière que la ville est Koletet, prend la personne, le troum de la ville, donc la partie qui entoure la ville, également va être Kolet. Urminhu. On objecte là aussi. Il y a écrit dans la Torah, Veyashav Bah, il s'y installera là-bas, d'accord? Le Midrash veut dire bas, là-bas, donc en elle, Velo Bitrouma et pas dans le trou. C'est-à-dire, quand on dit que tu dois être dans la ville, c'est quoi la ville? C'est la ville elle-même, en elle, et pas dans le troum qui entoure cette ville. Troum, c'est une zone, d'accord? Alors, le mot troum et le mot migrash ne se recoupent pas nécessairement, ça dépend si on parle de Shabbat, etc. En tout cas, la partie qui entoure la ville fait partie, si vous voulez, de la dénomination de la ville, d'accord? Mais ce n'est pas la partie habitée de la ville. Donc, quand la Torah dit tu dois t'installer là-bas et pas dans le troum. Or, tu me dis quoi dans la Mishnah? Que si le Goël Adam rencontre le Rotséar dans le troum de la ville, il n'a pas le droit de le tuer, parce que c'est comme si c'était dans la ville. Mais il écrit qu'il doit être dans la ville. Réponse très simple. Amar Abaye, la Kashia, ce n'est pas une question. Kan Liklot, Kan Ladour. Là, c'est pour le recevoir, dans le sens de protéger. À quel endroit c'est un refuge? À quel endroit doit-il habiter? Donc, à quel endroit doit-il habiter? Il y a écrit qu'il il s'y installera là-bas, dans l'endroit même de la ville. Il n'a pas le droit d'habiter en dehors de la ville. Ça, non. Par contre, à quel endroit il est protégé, même s'il va se promener, lui, comme ça, il est encore dans la ville, en vérité. Mais non pas qu'il doit habiter dans le migrage. D'accord? Vous avez bien compris la distinction. C'est-à-dire, comment d'un côté, tu peux me dire que il doit habiter que dans la ville. D'un côté, tu me dis, mais s'il est dans le trou, il est protégé. Réponse, il y a le lieu d'habitation et il y a le lieu de protection. Le lieu de protection est plus large que le lieu d'habitation. D'accord. Mais c'est là que tu aurais dû me poser la question à travers ce que je vous ai expliqué concernant le migrage. La question qui suit immédiatement, c'est quoi? On est en train de dire, d'où je sais qu'il y a une distinction entre le lieu d'habitation et le lieu de protection, c'est que pour le lieu d'habitation, j'ai un pasouk qui me dit c'est là qu'il devra habiter, et pour le lieu de protection, c'est beaucoup plus large, c'est la ville en général. La question est toute simple, mais je sais déjà par ailleurs qu'on n'a pas le droit de construire, c'est même la définition du migrage. Tu n'as pas besoin d'un pasouk pour ça. Tu n'as pas besoin de dire que Veyashavba, c'est là qu'il doit habiter, comme si je n'avais pas eu ce pasouk, j'aurais supposé qu'il a le droit de construire sa maison en plein milieu du trou, d'accord? Mais non, de toute façon, il n'a pas le droit, c'est un endroit qui n'est pas prévu pour. Donc ce passo ne peut pas venir pour ça. Donc voilà, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir deux sources à un même enseignement. Donc c'est l'Agmara qui va poser la question. L'Agmara dit, Ladour, c'est pour habiter que tu me dis que c'est venu ce verset? Moi, j'ai compris Veyashav, il doit s'y installer, c'est-à-dire que je ne fais pas distinction entre protection et habitation. D'où la question, comment ça se fait qu'on a deux enseignements qui se contredisent? Tu as répondu non, l'un c'est etc. Mais dis, mais je ne comprends pas. Si c'est pour y habiter, tipouclé, tu n'as qu'à l'apprendre. Un autre endroit, c'est ce que je vous ai enseigné. Les enosin sadé migrash, vélo migrash sadé. On ne peut pas faire du sadé, du champ qui appartient à la ville, un migrash, la zone vide. Vélo migrash sadé, le migrash peut en faire un champ. L'eau migrash ir, vélo ir migrash. La ville, je ne peux pas en faire un migrash, et le migrash, je ne peux pas en faire une ville. Donc, je n'ai pas le droit de vider la ville de ses habitations pour en faire une zone inhabitée, et inversement, la zone inhabitée, je ne peux pas décider tout d'un coup d'en faire une zone habitée. Donc, il faut garder les choses comme elles sont. Donc, je sais déjà qu'il ne peut pas habiter là-bas.
Amar Rav Shechet vient répondre, une réponse à laquelle nous, on n'aurait pas pensé. Comment s'arranger quand même pour tout maintenir? Lo, nitzrecha, j'ai quand même besoin de cet enseignement-là. Et là, les mechilot, pour les mechilot. Mechilot, c'est des grottes, troglodytes. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de construire dans le Migrash. Maintenant, imaginez-vous, vous avez dans le Migrash, donc cette zone inhabitée, un trou. Et ce trou donne accès à des grottes souterraines. Et les Lévim décident d'habiter les grottes souterraines. Est-ce qu'ils ont le droit ou pas? Est-ce que ce qui dérange, c'est l'urbanisation, de mettre des maisons, ou c'est d'habiter le tour de la ville? Et le Rotséar, même question. À quel endroit il a le droit d'habiter, à quel endroit il n'a pas le droit d'habiter? Réponse. Quand on nous dit que on n'a pas le droit d'habiter dans un endroit qui est migrache, c'est-à-dire de construire, d'urbaniser l'endroit. Mais si, au niveau de la surface de la Terre, ça reste un endroit inhabité, et que d'une manière cachée, il y a quand même des gens qui habitent, mais ça ne se voit pas, c'est-à-dire que finalement, ma ville, elle est clairement définie, j'ai l'espace qui entoure, et il y a un métro qui passe par en dessous, il y a toute une ville en dessous, ce n'est pas mon problème. J'ai gardé l'image d'une ville entourée d'un espace. Donc voilà comment est-ce que je peux d'une part dire que c'est interdit de construire, mais que j'ai quand même besoin d'insister pour dire, mais lui, il doit habiter que dans la ville. Lui, par contre, le retard, c'est que dans la ville. Les Lévim, eux, ils peuvent très bien habiter quelque part dans le Migrash sans construire le Migrash. Et donc, ce qui fait qu'on a une distinction entre, on a vu, zone urbaine et zone périurbaine au sens inhabitée, d'accord, non urbanisée, c'est une première distinction. Mais on a même une distinction entre zone habitée et zone non habitée, qui n'est pas pareille en vérité. Alors, vous allez me dire, c'est très théorique, comme la Gemara, c'est souvent des questions purement théoriques, mais ça permet de distinguer des catégories. En disant que tu peux très bien avoir un endroit non urbanisé et habité, d'accord, un endroit habité non urbanisé, évidemment, non, dans l'autre sens, et garder cette forme de la ville. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait des gens qui soient là, qu'il y ait une vie, ce n'est pas ça mon problème. C'est que je veux qu'au niveau de la topographie, la géographie du lieu, j'ai clairement une distinction, ville, etc. Et donc la même chose, si tu veux faire, je sais pas moi, des maisons dans l'espace, faire, je sais pas, inventer des trucs, des montgolfières, fais ce que tu veux. Du moment qu'au niveau du territoire, j'ai clairement ces distinctions-là. Donc, on maintient les apparences. Voilà. Les apparences, c'est pas une apparence, c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est la topographie, c'est-à-dire que la ville, sa forme est maintenue. Et c'est sûr que si j'utilise des moyens de ce type-là, je serai très vite limité. Je ne vais pas aller construire des grottes et creuser. On n'interdit pas de creuser, on ne dit pas que tu utilises que les grottes. Si on pourrait même aller, d'après cette Gemara, à dire que les Lévim ont le droit d'aller creuser, je sais pas, des étages, sous des étages et faire des immeubles entiers s'ils ont envie, d'accord, ou je sais pas, faire voler des choses dans l'espace, peut-être, si ça ne tient pas dans la main. Est-ce qu'on peut imaginer que dans ce migrage, il y a des binyanaraï, des maisons, enfin des cabanes Probablement, on n'en parle pas, mais probablement que celui qui garde le champ, il a besoin de mettre un petit cabanon pour protéger, etc. Oui, certainement. Ici, on parle d'urbaniser l'endroit, de mettre des maisons qui sont là pour faire partie d'élargissement de la ville. La ville, il faut savoir qu'à un moment, elle s'arrête. Et cette idée elle est très intéressante de dire qu'il faut limiter une ville. Alors qu'une ville, par essence, elle va en grandissant. Et cette idée-là, on la voit. Comment ? Il faut éviter le mitage. Voilà. Donc, cette idée, on la voit dans le tout début de la Torah, dans l'histoire de la tour de Babel. On a tous en tête la tour de Babel. Mais avant d'être une tour, c'est d'abord une ville. Et la Torah insiste beaucoup d'abord sur cette idée-là. On est dans la Torah dans une question de le début des villes. Construire une ville, c'est quoi une ville? Nous, on vit tellement avec, on ne se pose même plus la question. Mais de la même manière qu'on s'est dit, quand est-ce que la première fois les gens ont planté des céréales, quand est-ce que dans l'histoire de l'humanité, on a écrit pour la première fois? Il y a une question, quand est-ce que pour la première fois, on a créé une ville? Avec le nom de ville, c'est-à-dire où ce n'est pas juste des gens qui sont ensemble à bout d'un moment, c'est-à-dire que ça devient autre chose qu'un clan de famille ensemble, d'accord? Quand est-ce que la notion de ville, et la notion de ville, ça veut dire, c'est plus un changement de degré, c'est un changement de nature. Et la Torah est intéressée par, c'est-à-dire, on appelle ça les chaner, c'est-à-dire inaugurer, fonder, la fondation d'une ville. Fonder une ville comme on fonderait un temple, comme on fonderait quelque chose
En Mésopotamie, cette notion est très importante. La différence entre la ville et puis tout d'un coup la ville. Lorsque on nous raconte l'histoire de la tour de Babel, on nous dit que les hommes ont quitté l'Orient et ils ont avancé jusqu'à arriver dans une grande plaine, la plaine de Shinar, donc c'est la Mésopotamie, et ce qui va devenir Babylone. Et ils vont commencer, première chose, à construire une ville. C'est ça la première idée. Et cette ville-là va aller en grandissant. Et il dit, on va construire une tour qui monte, et on va se faire une renommée. Le but de la tour, c'est ce qui est écrit dans le texte, c'est d'avoir un Hachem, un nom. C'est quoi un nom? Quelque chose un dénominateur commun, quelque chose qui fait que nous soyons tous les mêmes. On est dans un texte qui insiste sur le fait qu'ils ont tous la même langue, les mêmes paroles, il y a une sorte d'uniformisme de cette population, de cette humanité-là. Tout le monde est pareil. Et tout le monde pareil renvoie à l'idée de ville, renvoie à l'idée de briques, renvoie à l'idée de tour, etc. Pourquoi est-ce qu'ils ont construire une tour? En quoi la tour va leur donner une renommée? Pourquoi construire une tour, ça servirait à une renommée? À cause de ça, les gens retiennent des idées qui ne sont pas écrites dans le texte, qui sont vraies aussi, mais qui ne sont pas les idées premières du texte. Ils ont voulu construire une tour pour arriver jusqu'au ciel, faire la guerre à Dieu, etc. Ce qui n'est pas écrit dans le texte. Alors c'est sûr, se faire une renommée, il y a l'idée d'une forme de concurrence avec un autre nom, etc., etc. Mais dans le texte, il y a l'idée qu'on va avoir un nom. Pourquoi le fait de construire une tour, ça donne un nom? Je n'ai pas ce qu'on voit la tour de loin. Voilà, tout simplement. À mon avis, c'est ça la vraie raison. C'est que dans une ville qui est petite, un village, on n'a pas besoin d'une tour. On sait qu'on est tous du même village. Mais plus la ville va grandissant, plus le risque existe d'être la partie nord, la partie sud, et puis finalement, on n'a plus aucun lien entre nous. Et donc, à force d'habiter un endroit qui va grandissant, il y a plus, on habite une seule ville, mais cette ville, je sais pas, vous habitez les énormes mégalopoles à New York, je sais pas quoi, etc., ce qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. C'est plus une ville. C'est plus une ville. Manhattan, c'est pas Brooklyn, et Brooklyn, c'est pas le or, tout ça, c'est entièrement urbanisé. Or, c'est plus une ville en vérité. Il n'y a plus le sentiment d'appartenance à un seul point. Qu'est-ce qui fait qu'on est tous les mêmes? C'est que je vais construire une grande tour, la grande tour Eiffel, la Liberté, je ne sais pas quoi, et de tous les endroits, je vais la voir. Et donc, je suis de l'endroit où se trouve cette tour-là. Donc, la tour, le lieu élevé, c'est comme si tout le monde habitait ce lieu-là, en fait. Et très souvent, les très hauts édifices, les cathédrales, etc., servent à cela. C'est-à-dire à créer un nom commun, quelque chose qui nous rassemble tous. Parce que l'expansion risque de faire disparaître ça. La Torah, ce qu'elle fait, c'est qu'elle empêche ça, en fait. Donc, elle dit, il faut tu ne peux pas laisser libre cours à cette expansion de la ville. La ville qui va tout prendre. Alors, il y a plein de textes au XXe siècle sur la ville, sur ce côté jungle que devient la ville à force. Et je ne sais plus, il y avait un texte oublié, où la ville devient lieu d'anonymat et lieu où on ne voit plus le ciel. Parce qu'il y a les bâtiments qui montent, et finalement, on est entièrement pris dans une réalité qui est tout notre univers. Et les gens vivent, grandissent, meurent tout le temps dans cette ville-là. Parce que c'est là qu'ils travaillent, ils vont marcher des kilomètres, prendre la voiture, ils resteront tout le temps dans cet endroit urbanisé. Il n'y aura pas d'autre monde que ça. Donc c'est un monde dans le monde, une sorte de monde fermé. Alors que le fait de dire, il y a une limite, et la Torah nous apprend très souvent à mettre des limites à toute chose qui a de la valeur. Ça a de la valeur, mais une limite. Il ne faut pas te prendre toute la place. Donc voilà, c'est une ville, très bien, c'est fini, stop, construis notre ville ailleurs. Accepte de te disperser, et d'habiter l'endroit. Aller habiter la terre, c'est quelque chose de très important. Alors, on a réglé ce premier point. On continue la Gemara. Un Rotsear qui est sorti en dehors du Troum, etc. Alors, la Mishnah nous disait, on va prendre la Mishnah. Et que le Goël Adam l'a trouvé. Rabbi Yosef Omer, mitzvah biyad Goël Adam.
ou Reshut Biyad Kol Adam. Le Rabbi Yossi Aglili dit c'est une mitzvah pour le Goel Adam de le tuer. Donc, il y a une obligation pour les membres de la famille de tuer celui qui avait tué sans faire exprès, alors que Rabbi Akiva va dire Reshut. La Torah a autorisé le Goel Adam. Et Chol Adam, Chayevin Alav, et tout autre homme qui viendrait le tuer serait Chayav. Et j'ai oublié, excusez-moi, j'ai sauté un morceau. Et Rabbi Yossi Aglili, donc c'est une mitzvah pour le Goel Adam, et si c'est un autre homme qui le tuerait, il a le droit. Donc cette personne doit mourir de cette façon. Donc le Goel Adam, l'obligation, n'importe qui d'autre aurait le droit. C'est-à-dire que si une personne le tue, ne sera pas condamnable. Alors que Rabbi Akiva, alors là, nous sommes à 101 degrés, mais renverse les choses en disant la Torah a juste autorisé le Goel Adam à le tuer. Donc on peut même entendre par là que la Torah ne le préconise pas. Elle ne l'empêche pas d'une certaine façon. Par contre, elle interdit quiconque de venir faire justice de ce qui ne le concerne pas. D'accord ? C'est là-dessus que la Gemara va s'intéresser maintenant. Tadou Rabanan. Le Goel Adam tuera le Rotzer. C'est un pasouk. Le texte dit Veratzar. Et il tuera le Rotzer. Donc de là, on apprend quoi? Mitzvah, Beyad Goel Adam. Que c'est une mitzvah pour le Goel Adam. En Goel Adam. Et que s'il n'y a pas de Goel Adam, c'est Reshut. Beyad Goel Adam, c'est une autorisation, une permission pour tout autre homme. Dit Rabbi Yossi Aglili, on n'est pas le droit de Rabbi Yossi Aglili. Donc d'où Rabbi Yossi Aglili a tiré que cette mitzvah du langage de la Torah. La Torah elle dit Veratzar, et il tuera. Il n'y a pas, et il aura le droit, ou on ne tuera pas le Goel Adam, on le laissera vivre, etc. On nous raconte les choses, comment elles vont se passer. Et on dit voilà ce qui doit se passer. Donc ça met à mal l'opinion de Rabbi Akiva, qui à partir de là se trouve au porte-à-faux avec la Torah elle-même. Rabbi Akiva Omer, Reshut Biyad Goel Adam. C'est juste une autorisation. Chol Adam et tout autre homme, Chayevin Allah sont Chayav. Alors, comment est-ce que Rabbi Akiva rend un passouk qu'on n'a pas encore vu? A priori, le Veratzar donne plutôt dans la première lecture, hein, dans le sens de Rabbi Yossi Aglili. La Gemara va poser la question. Maïtama de Rabbi Yossi, quelle est la raison de Rabbi Aglili? Miktiv imratzar, est-ce que c'est écrit s'il le tue, etc. Ce qu'on a expliqué, c'est qu'en réalité, c'est pas conditionnel, c'est pas quelque chose qui est présenté comme non désiré, etc. Alors, pour Rabbi Akiva, Miktiv yirtzar, et il tuera, dans le sens il doit tuer. Veratzar, le langage de la Torah, c'est vrai qu'il n'est pas conditionnel, mais c'est un langage qui raconte une histoire en fait. C'est pas un langage de mitzvah, c'est pas un langage de loi. Il n'y a pas écrit il y a une loi que, etc. Un tel doit faire ça. Il y a écrit telle chose va se passer, et puis il va se passer telle chose. Donc c'est un récit en fait. La Torah raconte un récit. Dans ce récit, on nous dit que le Goel Adam n'est pas condamné. Donc c'est vrai que le récit n'utilise pas un conditionnel, que s'il se passe une chose pareille, mais ce n'est pas non plus un langage de mitzvah. Que si la Torah voulait me dire que c'est une mitzvah, elle aurait pu en faire une mitzvah. Donc ça se prête aux deux, de certaine façon. Donc il n'y a pas écrit qu'il doit tuer. Alors, Amar Marzoutra Bartovia, Amarav, Rotseach, Sheyatsa Chutz Latrum, Umetsa Goel Adam Vaharago, Neherag Alav. Donc, un Rotseach qui est sorti en dehors du Troum, et que le Goel Adam le rencontre et qu'il le tue, le Goel Adam sera tué. Alors, ça, on n'a jamais vu ça. Qu'en dehors du Troum, s'il sort de la ville maintenant, il sera condamné. On a appris qu'au contraire, tant qu'il est dans le Troum, il est protégé, mais que s'il sort du Troum, on a soit Rabbi Akiva, soit Rabbi Yossi Aglili. D'accord? Là, on dit, s'il sort du Troum, le Goel Adam est condamné à mort. Pourquoi? Il est sorti du Troum. Keman, ça suit quelle opinion? L'Oker Rabbi Yossi Aglili et l'Oker Rabbi Akiva. C'est ni l'opinion de Rabbi Yossi Aglili, ni l'opinion de Rabbi Akiva. D'accord? Rabbi Yossi Aglili qui dit que c'est une mitzvah pour lui de le faire, et Rabbi Akiva qui dit qu'il a le droit de le faire. Donc, il ne sera pas condamné à mort. Houdé Amar, Kaïtana. En vérité, ça suit un autre maître, un autre Tana, Détania, quand on enseigne. Rabbi Eliezer dit Ad Omdo Lifna Eda la Mishpat. Il y a deux moments où on va dans la ville de refuge. Le premier moment où on va dans la ville de refuge, c'est dès que l'homicide a eu lieu. Et là, à ce moment-là, on ne sait pas si cet homicide est volontaire ou pas. Donc, celui qui a tué va dans la ville de refuge. Ad Omdo la Mishpat, c'est ce qui est écrit dans la Torah, jusqu'à ce qu'il soit amené en jugement.
Et donc, il sera amené en jugement, on va le faire sortir de la ville de refuge pour le juger. Et là, on va décider. Si c'est un homicide volontaire, ben, normalement, il est condamné à mort. Alors après, on a dit, ça dépend s'il y a des témoins ou s'il n'y a pas de témoins. S'il n'y a pas de témoins, il ne sera pas condamné à mort. Mais en tout cas, il n'aura pas le droit d'aller dans la ville de refuge. Et donc, il sera livré au Goël Adam. Si, par contre, il est considéré comme un Rotséar, un meurtrier qui a tué de manière involontaire, alors il sera envoyé dans la ville de refuge. On avait même vu qu'il sera accompagné, etc. etc. D'accord. Donc, il y a un premier temps qui est Adam Dola Mishpat, jusqu'à ce qu'il soit amené en jugement. D'accord. Omdo Lifne Haïda, la Mishpat, qui se trouve devant la communauté, c'est la communauté qui juge pour le jugement. Maintenant, qu'est-ce que ça m'apprend ce verset-là? Les fiches Neymar, Verata Goyadam et Rotséar, puisqu'on dit que le Goyadam va tuer le Rotséar, il y a Chol Miyad, peut-être qu'il pourrait le tuer tout de suite, le Moud Lomar, Ad Omdo Lifne Haïda, la Mishpat, c'est uniquement jusqu'à ce qu'il soit de Mishpat, c'est-à-dire qu'il peut le tuer. Voilà, il ne peut pas le tuer tant que le jugement n'a pas eu lieu, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas quel est son caractère. Il pourra le tuer juste après, lorsqu'il va quitter ce jugement-là. On a dit, cet homme-là, il a tué de manière volontaire ou pas volontaire. D'accord. Et à ce moment-là, excusez-moi, 5 secondes. Je n'ai pas vu, je n'avais pas avancé dans la Adam לפני עדה למשפט, לפי שנאמר ורצח כל אדם את הרוצח יכול מיד, תלמוד לומר, עד עומדו לפני עדה למשפט. Donc, Rabbi Yoser Akiva, non, stop, on va s'arrêter là. Regardez le Rashi sur place. Non, il n'est pas là, Rashi. Donc, c'est-à-dire que ce que nous dit ici, cette opinion de Rabbi Eliezer, c'est que le Goël Adam peut tuer le Rotséar quand la personne va vers cette ville de refuge-là, donc tant qu'il n'est pas encore. Mais une fois qu'il est entré dans la ville de refuge, qu'il a été protégé, de cette façon, il aurait le droit d'en sortir et d'y revenir. Et l'autre, s'il le tue, il sera mis à mort. Alors, ce dernier point, on va y revenir la semaine prochaine. Be'ezrat Hashem. Voilà. Après, on a bientôt terminé jusqu'à la Mishnah. J'espère qu'on fera ça la semaine prochaine. Voilà. À très bientôt.